Bonjour et bienvenue dans notre chronique en roue libre. La dernière fois, on quittait le port paisible de Sausalito pour entrer en ferry, la tête encore pleine de brume, de mystère et d'air marin. Aujourd'hui, on retrouve la ville côté bitume avec notre partie 2, les rues de San Francisco, parce qu'ici la réalité a toujours des allures de fiction. À la fin des années 60, le rêve américain se fissure. Entre la guerre du Vietnam, les inégalités et la montée de la violence urbaine, l'insouciance d'après-guerre laisse place au doute. San Francisco, avec son brouillard, ses rues en montagnes russes et ses contrastes, devient le miroir parfait de cette Amérique en perte d'équilibre, belle mais tourmentée. Un décor si marquant qu'il finit par devenir un terrain de jeu grandeur nature pour le cinéma policier. Dans la série culte des années 70, Les rues de San Francisco, un tout jeune Michael Douglas coursait les criminels au volant de sa berline. Et puisqu'on parle de voiture, impossible de ne pas mentionner Bullitt, où Steve McQueen, au volant de sa légendaire Ford Mustang, nous embarque pour 7 minutes d'adrénaline pure, sans trucage, sur les collines de la ville. La course-poursuite devenue la plus mythique de l'histoire du cinéma. Plus tard, un autre flic iconique viendra hanter ces mêmes rues, l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood, symbole d'une Amérique désabusée en perte de repères. Plus près de nous, David Fincher reviendra dans ces rues avec Zodiac, inspiré d'une histoire vraie pour raconter cette époque vue à travers la peur et la paranoïa d'un tueur insaisissable toujours inconnu à ce jour. Pour apprivoiser ces rues, qui ont tant fasciné, rien de plus emblématique que le cable car, l'un des derniers tramways à traction manuelle encore en service. À la fin de chaque ligne, il est tourné à la main sur une plateforme en bois, un rituel aussi photogénique que la balade elle-même. La ligne Powell-Hyde vous dépose tout en haut de Ghirardelli Square, ancien site de fabrication de chocolat, à quelques pas du fameux Fisherman's Wharf, ancien port de pêche reconverti en quartier touristique animé. Entre deux stands de crabes, les lions de mer qui paraissent au soleil et les cris des mouettes, on sent déjà l'appel du large. Et c'est justement tout près d'ici, au Pier 33, que partent les bateaux pour Alcatraz, l'île la plus célèbre de la baie. Un bloc de granit battu par les vents, posé à seulement 2 km du rivage, mais qui a longtemps semblé à des années-lumière de la liberté, tant elle était réputée impossible à fuir. Avant d'être la prison la plus célèbre du monde, The Rock a tour à tour été un fort militaire, un pénitencier de guerre, puis une prison fédérale de haute sécurité. C'est ici qu'ont été enfermés certains des criminels les plus redoutés de l'histoire américaine, dont le célèbre Al Capone. Fermée en 1963, faute de rentabilité, la prison d'Alcatraz n'a jamais vraiment quitté l'imaginaire collectif. Hollywood s'en est emparé pour en faire un décor aussi fascinant qu'angoissant, avec l'évadé d'Alcatraz où Clint Eastwood y rejoue la seule fuite crédible jamais tentée. Disparus dans la nuit, les 3 prisonniers n'ont jamais été retrouvés. Quelques années plus tard, The Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage, transformera la légende en film d'action culte où la prison devient une forteresse piégée prête à exploser. Mais Alcatraz, c'est aussi un autre visage de l'Amérique. Entre 1969 et 1971, l'île est occupée pendant 19 mois par un groupe d'étudiants amérindiens qui revendiquent symboliquement la restitution des terres confisquées par le gouvernement. À leur arrivée, ils peignent sur les murs un message resté célèbre, toujours visible à l'entrée, Indians Welcome, devenu symbole universel de résistance pacifique et de dignité retrouvée. Aujourd'hui, l'île, transformée en site protégé, est devenue une visite incontournable. Sur place, tout est resté presque intact, les cellules, les couloirs, les cris des mouettes et même la voix des anciens gardiens enregistrée dans l'audioguide. Un voyage dans le temps à la frontière entre l'histoire et la légende. Mais San Francisco n'est pas qu'un décor de polar et d'évasion. Elle a aussi été le théâtre de nos souvenirs les plus tendres. Sur les collines d'Alamo Square, les Painted Ladies, ces maisons victoriennes pastel alignées comme des poupées, sont devenues mondialement célèbres grâce au générique de la fête à la maison. Ces élégantes demeures ont miraculeusement survécu au grand incendie de 1906 et forment aujourd'hui l'un des panoramas les plus photographiés de San Francisco, symbole à la fois de sa résilience et de son charme intemporel. Autre quartier, Pacific Heights, perché comme un balcon au-dessus de la baie, nous offre certains de ses plus beaux panoramas. Entre grandes maisons victoriennes, rues paisibles et vues ouvertes sur l'océan, le quartier cultive une élégance presque irréelle. Et c'est au 2640 Steiner Street que se déroule Madame Doubtfire,
un de nos films doudou porté par le regretté Robin Williams. Il y incarne un père prêt à tout pour rester auprès de ses enfants. La ville devient alors le théâtre d'un amour inconditionnel, tendre et maladroit, gravé dans notre mémoire. Un peu plus haut, sur Nob Hill, se dresse l'imposant Fairmont Hotel, un monument de l'élégance à l'ancienne qui a accueilli présidents, stars de cinéma et tournages légendaires. C'est aussi ici que fut rédigée la charte fondatrice des Nations Unies, appelant les peuples à s'unir pour construire la paix après la Seconde Guerre mondiale. Juste en contrebas, une autre icône perce la brume, la Transamerica Pyramide. Construite en 1972, d'abord moquée pour sa forme étrange, elle est devenue un repère visuel et un symbole d'audace. San Francisco y change de visage, plus vertical, plus moderne et déjà tourné vers l'avenir. Et cet élan ne s'arrête pas au gratte-ciel, car quelques kilomètres plus au sud, un autre souffle d'innovation commence à agiter les esprits, celui de la Silicon Valley. C'est là que sont sortis les premiers ordinateurs personnels, les smartphones, les réseaux sociaux, bref, tout ce qui a bouleversé nos vies modernes. D'ailleurs, si comme moi vous êtes longtemps demandé pourquoi vos appareils à la pomme affichent toujours la météo de Cupertino, eh bien c'est parce que c'est là que la marque a grandi, à quelques kilomètres du garage de ses débuts à Los Altos. Mais si San Francisco et ses alentours ont façonné le monde numérique, avant les startups et les algorithmes, une autre révolte avait déjà soufflé ici, celle de la contre-culture. C'est de ces esprits libres et de ces voix qui refusaient le conformisme, dont je vous parlerai dans notre troisième et dernier épisode consacré à cette ville. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.